Active Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active, présentée par Keun. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 155e numéro du Saint-Étienne Night Club. Nous sommes réunis ce soir pour parler de notre club préféré. Notre club qui, on doit bien l'avouer, n'a pas le niveau d'un prétendant à l'Europe malheureusement. Peut-être que ça viendra, en tout cas c'est ce que nous promet Tonton Larry qui veut faire ressurgir le parfum de la victoire et des titres dans la ville de la Rapée. Mais il faudra y aller petit pas par petit pas comme Inoxtag, marche après marche et pour l'instant notre ascension de l'Everest est loin d'être terminée. On est arrivé au camp de base pour préparer l'expédition et il faudra se renforcer si on espère passer chaque étape jusqu'au sommet. Mais alors que sportivement on a vu les limites de la bandanade, dans les tribunes le spectacle était, lui, au niveau clairement européen. Alors même si on n'a pas offert de victoire à Tonton Larry en déplacement ce week-end, on espère au moins lui avoir mis des paillettes dans sa vie et dans ses yeux. Grâce à cette belle ambiance, j'espère qu'il se dira « Franchement, va vraiment falloir qu'on mette des billes dans cette équipe et que je sorte le gros cash là. » Voilà, désolé pour ça à tous mes amis québécois. Bref, pour parler de Saint-Étienne-Lens, de la course au maintien, de Larry Tenenbaum et du prochain match contre Angers, j'ai avec moi une équipe de choc. Tout d'abord, surnommé le beau gosse à l'équipe du soir, ici on préfère l'appeler le parrain. Bonsoir Timothée Mémon. Qu'on m'appelle le parrain, l'équipe du soir. Il y aurait un truc un peu classe. Bonsoir à tous. Et pour ce qui est de l'imitation québécoise, je m'excuse auprès des Québécois, mais auprès du reste de ceux qui nous écoutent aussi. Oui, bien sûr, on s'excuse auprès de tout le monde. Avec nous également notre ami Pierre. Bonsoir Pierre. Salut Keun, salut Tim, salut Gab. Et je voulais te dire que je suis toujours aussi fan de tes intros, Keun. Ah ouais. Pourtant c'est écrit Ouais, 10 minutes avant le début de l'émission. Et bah franchement, chaque fois j'adore tes intros. Ça Je fait voulais te le plaisir. dire. Merci beaucoup. Je t'en Celui qui sera là pour faire remonter vos remarques du chat, le bon Gab. Bonsoir Gab. Salut les gars, salut tout le monde, bonsoir et puis bah c'est parti pour une nouvelle émission. Ouais, c'est parti pour une nouvelle émission. Et d'ailleurs, en parlant de faire remonter les choses dans le chat, petite précision par rapport à la semaine prochaine. On avait déjà essayé, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous faisiez partie des spectateurs et spectatrices fidèles de la Ligue 2, mais on avait déjà fait un essai de vous faire intervenir dans l'émission. On s'était un peu foiré techniquement, mais là, on va essayer de le remettre en place à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous souhaitez intervenir dans l'émission, donner un petit peu votre avis sur le match, sur les sujets qu'on va aborder, n'hésitez pas à envoyer un message sur X, soit au compte du SNC, soit au compte de Carl, @ecarlusso, soit au compte de Gab. D'ailleurs, Gab, est-ce que tu peux te donner ton compte Twitter ? Je vais mettre ça dans le chat, pas de Eh ben, souci. il va mettre ça dans le chat, parfait. Mais dis-le à l'oral aussi, parce qu'ils sont nombreux à nous écouter en podcast. Ouais, ah oui, exactement, t'as raison. Sauf si tu l'as Moi plus de c'est tête. Pondar, si c'est Pondar-G, il me semble, Pondar P majuscule ONDARD et G majuscule. Voilà. Ou sinon, tout simplement, au compte du SNC, vous envoyez un petit message et puis on vous fera un retour. C'est parti pour le débrief. Bienvenue bien sûr à tous ceux qui sont là en direct et bienvenue à vous qui nous écoutez en podcast. C'est parti. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief, le prochain match. Alors messieurs, on va donc débriefer cette défaite malheureusement contre Lens, 0 but à 2. Et je vais vous demander déjà votre ressenti sur le match. En un mot, Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce qui ressort ? En un mot, Ouais, en un mot. en un mot, je dirais décevant. Décevant parce que on n'a pas su rééditer notre belle performance qu'on avait réalisée face à la GIA. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'était pas le même adversaire en face. Ouais. Et c'est une belle fête qui a été manquée devant notre nouveau propriétaire, ainsi qu'un stade complet. Donc ouais, je dirais décevant en un mot. Ok, Timothée ? En un mot, logique. Logique parce que Lens ne fait pas partie du même championnat que nous pour cette saison. Lens jouera vraisemblablement la première moitié du tableau. On jouera vraisemblablement la deuxième moitié du tableau. Ça s'est ressenti sur le terrain. L'écart de niveau s'est ressenti en première période de façon extrêmement visible. En deuxième, un petit peu moins, ce qui me laisse presque
on va dire, quelques légers motifs d'espoir et de satisfaction, mais logique. Et un truc qui revient dans ce que vous dites tous les deux, du coup, c'est le fait que ce soit ouais, plus ou moins logique, que c'était une adversité plus élevée que contre la JOCR. Ouais, Timothée, t'as remarqué que collectivement, physiquement, techniquement, il y avait un cran d'écart entre les deux équipes. En fait, on pourrait comparer ce match à celui de Lille, par exemple, qui est aussi une équipe qui jouera à un autre niveau, mais Lille n'était pas dans un grand jour quand on les a battus. Inversement, nous, on avait fait le nécessaire. Moi, ce qui m'a frappé, et c'est en cela que ça m'a semblé logique, c'est notamment la bataille du milieu, où j'ai trouvé que Amougou était cataclysmique. Mhm. J'ai trouvé qu'il n'a rien réussi. Alors on le voit courir, syndrome Gendouzi, il a la coiffure pour qu'on le voit courir. Donc on voit quand on regarde la vidéo, le match à la télé, on le voit courir. Mais il ne courait absolument pour rien, il était en retard sur tout. J'ai trouvé Mouefek moyen, j'ai trouvé que Ekwa montre que c'est un joueur qui peut apporter par certaines qualités d'intelligence, de nettoyage des ballons, de ressortie de balles propres. Mais quand ça va trop vite, il est trop lent. Et en l'occurrence, j'ai trouvé que techniquement, cette équipe de Lens était tellement au-dessus de nous. Andy Diouf, que j'ai pourtant vu avec les espoirs, qui m'a pas transcendé, a été absolument excellent. Et du coup, le ballon circulait beaucoup trop vite pour nous. Donc, il y avait un écart de niveau qui, pour moi, était visible, même pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas particulièrement le ballon, quoi. Ouais. Tu parles du milieu de terrain, c'est vrai que moi je suivais le match avec des stats avancées, et à la 15e minute, Amougou et Ekwa, alors j'ai pas vu pour Mouefek, mais Amougou et Ekwa, à la 15e minute, avaient tous les deux touché 4 ballons chacun. Donc Ah, par ouais. contre, ils avaient couru après 200 ballons, mais ils ne les avaient Ouais. pas touchés. Pierre, ouais, du coup, est-ce que tu trouves que par rapport à d'autres défaites qu'on a pu vivre cette saison ou les années précédentes, est-ce qu'il y a un côté de ça limite la déception finalement d'être tombé sur juste plus fort que nous? Euh, oui et non. Oui et non, parce que enfin, faut pas être résigné d'entrée. Et encore une fois, si on part de ce postulat que voilà, ils sont plus forts que nous et qu'on va rien faire, autant pas jouer les matchs. On avait bien su comme Timothée l'a dit, contre Lille, on avait gagné peut-être parce qu'ils étaient dans un moins bon jour. Nous, on avait donné peut-être un petit peu plus. Mais, euh, mais voilà, là je pense que c'est un match, effectivement, je pense que pas grand monde a de regrets sur ce match parce que c'est. Ouais, faut être assez fataliste et ils étaient vraiment supérieurs à nous. On aurait pu égaliser un peu, enfin même totalement par miracle avant la mi-temps, par Amougou justement. Ouais. Mais non, il y a pas eu de miracle. Et j'en reviens au milieu de terrain. Je suis d'accord avec ce que disait Timothée. Le match, on le perd. On le perd. Ouais, notre milieu de terrain était pas au niveau. Et quoi, je l'ai pas trouvé. Il était un peu en dedans. J'ai pas trouvé qu'il était omniprésent. Mouefek, pareil. Alors, je sais pas si c'est un problème de niveau ou un problème de préparation, mais c'est vrai qu'il est. Mouefek, c'est inquiétant hein, depuis Ouais. quelques matchs. Et enfin, Mougou, il a du potentiel, mais est-ce que c'est lui donner service que de le mettre titulaire à chaque match? Je sais pas. Bah, ça a manqué d'intensité, hein. On revient sur ce que disait Olivier Dalloglio ces dernières semaines, c'est que ça va beaucoup se jouer à l'intensité. On a vu que quand Louis Mouton, tout limité qui puisse être parfois techniquement, bah, il a ramené un peu plus de coffre, un peu plus d'intensité, et ça a pu aider hein, en seconde mi-temps. Gab, dans le chat, les premières impressions que tu reçois, ça donne quoi? Euh, après, euh, après Nantes et Auxerre, là, il y a de la déception. On a Fabio sur YouTube qui nous dit qu'il était au stade et que de contraste, pardon, entre la performance XXL en tribune et la performance très faible de l'équipe. On a Joe42 sur Twitch qui nous dit défaite logique avec des choix discutables et un choix et un coach qui n'a pas le niveau Ligue 1. Lens, ce n'est pas Auxerre. C'est sûr, comme disait Timothée, Lens ne jouera pas notre championnat. Ça, y a pas de doute là-dessus quand on a vu le match de samedi. On a Hamza sur YouTube qui nous dit qu'il faut jouer en 4-4-2 et faire souffler Amougou et Mouefek pour instaurer de la concurrence. Donc c'est un peu ce que disaient nos chroniqueurs. Stéphane qui nous dit que c'est un résultat logique. Nous sommes une équipe de Ligue 2 qui évolue en Ligue 1. Peut-être un peu dur, mais à débattre si jamais. Et, euh, et ouais, on a Fabio qui nous dit la logique est implacable. Nous jouons en championnat à 5-6 équipes
la différence est trop importante avec la première partie de tableau. On a Jo42 qui nous dit que si le coach ne change pas avant le derby, il faut s'attendre à une tôle à Lyon. On verra à ce moment-là. Et sinon, bah, on a la différence de physique entre les deux équipes qui est relevée par Fabio, qui lui avait l'impression de voir des cadets contre des seniors. C'est vrai que vu du stade, j'y étais aussi. Lens semblait sacrément rapide et physique par rapport à nous. On était complètement perdus. Ok. Donc là-dessus, je pense qu'on est C'est ce d'accord. que le coach, c'est ce que le coach a dit en conférence de presse, qu'en première mi-temps, c'était des pros contre des U19. Et je pense que c'était bien imagé. Mais justement, là, dans les retours du chat, il y a plusieurs personnes qui parlent Mm. d'Olivier Dalloglio. Timothée, pour toi, il fait partie des flops du match. Pour toi, il a raté sa préparation et sa mise en place tactique. On a vu Apia qui, après le match aussi, nous parlait de la mise en place qui avait été faite, où ils se sont aperçus au final que Lens essayait d'aspirer Sainté pour pouvoir passer rapidement derrière. Pour toi, il y a eu une défaillance à ce niveau-là? On peut toujours se poser la question et puis c'est toujours plus facile d'avoir raison après coup. Donc, Ça, c'est sûr. c'est difficile. Le boulot de l'entraîneur, c'est d'avoir raison avant, ça, on est bien d'accord. Maintenant, Dalloglio ou pas Dalloglio, lui ou quelqu'un d'autre, expliquez-moi dans quel monde Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou Carlo Ancelotti seraient capables de faire gagner une équipe dans laquelle il y a Léo Pesro, Denis Apia, Amougou dans cet état-là et Cafaro, par exemple, face à une équipe où vous avez en face des joueurs techniques comme Thomasson, Diouf ou Fulgini, deux vrais pistons, une défense avec Medina et Kusanov, Danso qui revenait, qui est probablement une des défenses les plus, enfin, pour moi, les plus redoutables de Ligue 1, mis à part le Paris Saint-Germain. En fait, moi, je veux bien qu'on pose la question d'Aloglio. D'abord, je suis convaincu que la patience, que le temps est quelque chose de vertueux dans le foot, en Mm. fait. Et ça a plutôt été prouvé. Donc, moi, j'appelle pas à ce qu'on a entendu dans le chat, dans le chat, à dire, en fait, il faut à tout prix changer d'Aloglio. Mm. Il y a un moment, avec des ânes, tu fais pas des chevaux de course. Et c'est un peu dur ce que je dis sur les joueurs. On a bien vu qu'ils étaient capables de donner plus. Il faut l'espérer. Maintenant, si après une défaite contre une équipe qui est armée pour jouer les 5-6 premières places contre une équipe qui joue le maintien, on se dit il faut virer l'entraîneur, à ce moment-là, on va changer d'entraîneur toutes les 2 semaines. Ouais. C'est absolument Et, certain. et puis, Donc moi, et puis, j'appelle juste un peu de patience et je conclue très rapidement. Euh, En fait, non, j'ai pas envie de changer Dalloglio. J'ai envie de savoir comment Dalloglio va être capable de préparer les matchs de notre championnat, à savoir dans les 4 matchs qui viennent, 3 matchs qui vont directement nous concerner. Parce qu'on va à Angers, on reçoit Strasbourg. Il y a le derby qui va être une parenthèse particulière. Encore une fois, si on est très pragmatique, et je suis incapable d'être pragmatique quand on parle du derby, mais si on est très pragmatique, on peut considérer que Lyon ne fera pas partie de notre championnat, mais on peut espérer qu'il y ait quelque chose, cette espèce de fameuse incertitude du sport. Et puis, la réception de Montpellier. Si après cette série de matchs-là, on a fait 2 points, d'accord qu'on se pose la question éventuellement. Mais la vérité, c'est que c'est ces matchs-là qui vont compter. Notre but, c'est pas concurrencer Lens. Ouais. et puis, j'aimerais juste rajouter qu'à l'instant T, en début de saison, c'est quoi notre objectif? C'est le maintien. Et là, Et pour on l'instant, on est en est où? maintenu. Voilà, là on est Mhm. 14e, on a pris, bon, certes, on a pris une volée à Nice, il y a quelques attitudes qui font peur, mais on est là, on n'a pas 2 points, on est 14e, donc on joue le maintien, à l'instant T, ça va peut-être faire un peu bondir, mais on est dans les clous. Donc moi aussi, j'attends un peu de patience, et encore une fois, comme tu l'as dit, Timothée, là, il va pas falloir se planter les matchs qui arrivent, mais on fera un point un peu plus tard. Ouais. Prochaine trêve. Prochaine trêve, en fait. Ouais, C'est on va la parler, ouais, prochaine trêve effectivement, internationale, là. du programme qu'on a jusqu'à la trêve. Tu l'as résumé, Timothée, mais effectivement, il va falloir qu'on fasse un point à ce moment-là. Mais je te rejoins sur le fait de laisser du temps. Le temps n'a pas le temps pour le temps, et il faut du temps. Donc, n'oubliez Ouais. jamais ce que disait ce grand penseur. Mais c'est Euh, le mauvais entraîneur, par contre. et cet entraîneur à qui on va laisser du temps. Euh, Ouais, il a une médaille d'argent. Il a une médaille d'argent, mais
en club, il a impressionné personne pour le moment. Pour le moment, ouais, ça c'est sûr. Moi, j'avoue que du haut de mes 30 ans, j'ai un amour pour Thierry Henry que j'ai du mal à dissimuler parce que j'ai commencé à aimer le foot en partie grâce à lui. Donc, euh, donc j'aurais pas la critique facile. On parle d'Olivier Dalloglio. Un de ses choix au début de la rencontre, après avoir laissé se reposer Abdelhamid pendant 2 matchs, il a titularisé Younis Abdelhamid, qui est sorti à la 82e minute, si je dis pas de bêtises, parce qu'il avait des crampes. Il a fait un match que Olivier Dalloglio qualifie de correct, que les supporters ont qualifié de pas ouf, étant donné qu'ils l'ont sifflé à sa sortie. Et je vous rappelle un peu les faits. Et Olivier Dalloglio, en conférence de presse d'après-match, s'est montré passablement énervé vis-à-vis des sifflets, en disant que, en rappelant l'investissement de Abdelhamid au sein du club, en disant que, en réaffirmant son statut de capitaine de l'équipe, euh, est-ce que pour vous, c'est un dossier qui peut poser problème, ça, dans les semaines à venir, quand on pense au statut d'Abdelhamid par rapport à son niveau sportif, par rapport à son âge, comment vous pensez qu'il faudrait gérer cette situation, Pierre? Alors déjà, pour revenir dans le contexte du match, je pense que, enfin moi j'aurais laissé Nadé Batou Binsika parce que bon, ils ont fait des bonnes performances. Enfin, on a eu des résultats avec ces deux joueurs, mais ce qui a changé la donne, à mon avis, c'est que Batou Binsika, il revient de sélection, Ouais, donc il en profite pour réintégrer son capitaine. Le fait que Ben Holt se blesse à l'entraînement la veille, voilà, retour de sélection, il s'est peut-être dit je vais préserver Batou Binsika et comme ça je vais relancer Abdelhamid. Après, moi, sur le match de samedi, je trouve que Abdelhamid, il fait pas forcément un mauvais match. Bon, il fait pas une super performance non plus, hein. hmm, Et à titre perso, je l'aurais pas sifflé. Je comprends que Dalloglio défende son capitaine en conférence, même si la forme qu'il a employée était peut-être un petit peu maladroite. ouais. Voilà. Après, ta question, c'était quoi? C'était comment gérer la... Bah, comment gérer le dossier? Parce que d'un côté, il y a son niveau sportif qui, même si effectivement il n'a pas fait le pire match de la saison, il fait pas des performances pour l'instant qui sont à saluer. Et il a le brassard de capitaine alors qu'il n'était pas forcément titulaire et on sait que ça peut poser problème dans Ah, certains groupes. c'est sûr que c'est pas évident, mais pour moi, à Angers, Batou Binsika va reprendre sa place. Parce que je pense que c'est le titulaire indiscutable de cette défense. Et je pense qu'il remettra Nadé. Donc je pense que dans un premier temps, il retournera sur le banc Abdelhamid. Ouais. Et après, à voir comment il se refait la cerise. Mais je pense que pour le prochain match, je vois Abdelhamid de retour sur le banc. Timothée, toi, tu suis la Ligue 1 depuis quand même longtemps. Abdelhamid, c'est un joueur qu'on a beaucoup apprécié avec Reims. Euh, est-ce que tu penses qu'il faut le relancer, ne serait-ce que ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de lui donner une chance de plus, en sachant que les supporters l'ont un peu en grippe, en sachant que il y a Batou Insika derrière qui est au niveau? Moi, sur le côté prendre en grippe ce joueur, j'ai un peu du mal parce qu'on sait que c'est un joueur exemplaire, que depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne, indiscutablement, il n'est pas à son meilleur niveau. Il est peut-être au niveau qu'il est aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il prend de l'âge, mais dont on sait que c'est quelqu'un d'un professionnalisme total, investi dans le groupe, et que s'il n'a pas un rôle à jouer sur le terrain parce qu'il est cuit, on sait très bien qu'il aura un rôle à jouer en dehors. Donc je pense que c'est une très mauvaise idée de le siffler, d'autant plus que ce jour-là, dans un secteur défensif auquel j'inclus les trois milieux de terrain, ça a été le moins mauvais. Le moins mauvais d'un secteur défensif catastrophique. Les latéraux ont été cata. Nadé fait une boulette énorme et d'ailleurs, au sens large, fait pas un grand match. Et les milieux de terrain, dans l'appareil, n'ont pas été bons. Larsonneur n'est pas inoubliable sur le premier but. J'ai trouvé que c'était le moins mauvais. Donc j'ai un peu du mal. Par contre, là, pour le coup, je suis prêt à taper sur Dalloglio. Crampe ou pas crampe, à la 82e, à ce moment-là, pourquoi tu le sors? Tu vois, le joueur, tu prends le temps, tu l'hydrates, tu lui donnes du sel et tu le laisses finir. Parce que c'est le meilleur moyen, face à un stade frustré, Ouais. d'arriver à ce genre de situation. À la base, moi aussi, j'ai une préférence. J'adore Batou Binsika. Je suis persuadé que c'est un des seuls joueurs de l'effectif stéphanois à avoir un vrai avenir de haut niveau.
Il a déjà fait troisième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais le mec s'est quand même enfilé 2 matchs de 90 minutes où il a joué tout le match en Côte d'Ivoire face à la Tanzanie et en Tanzanie avec la Côte d'Ivoire, le Non, match retour. il était sur le banc, Timothée. Au Il a fait retour, les 2 matchs, il les a fait les deux sur le banc. les deux sur le banc, il me semblait qu'il avait joué sur le deuxième. Non, 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 mais bon, Non. les voyages, enfin, on l'a vu Alors avec oui, Grenoble. toujours Rien est-il que que j'allais terminer là-dessus. Effectivement, s'il n'a pas joué, c'est un petit peu différent, mais Dar es Salaam, c'est pas la porte à côté en fait. Donc moi, j'entends l'idée de se dire, on préserve un peu, on préserve un petit peu de ce côté-là. Pour l'instant, ma préférence va à la charnière Nadé-Batoum-Bintika, à n'en pas douter. Mais je suis persuadé qu'Abdelhamid aura un rôle à jouer et que la gestion que le coach doit en avoir doit être différente et probablement que là aussi, la gestion des supporters doit être différente. C'est ça qui m'ennuie un peu. J'ai toujours l'impression qu'on est un club à part, un public à part et j'en suis convaincu. Mais si on se met à se comporter comme le premier Marseillais venu, bah Ah, non, on n'est j'avais le plus même nous. exemple en tête, c'est terrible. Bah forcément. Forcément, mais c'est pareil partout. C'est pareil à Lyon, c'est pareil à Paris, c'est pareil à la Roma, c'est pareil où vous voulez. Maintenant, il faut des résultats immédiats. On laisse pas le temps, on laisse pas la confiance. Non, enfin, c'est Et justement. Ouais, c'est pas vas-y. ça qui va le remettre en confiance. Ouais. Non, Ça peut faire c'est l'effet pas l'aider. inverse. Non, c'est pas l'aider. Ah, il y en a vu d'autres, je pense. Bon alors, est-ce que Gab, le chat est plutôt aligné sur les tribunes de ce week-end ou est-ce que le chat est plutôt aligné sur nos chroniqueurs du soir? On va dire que le chat est plutôt aligné sur les tribunes, ouais. Ok. Bah du coup déjà pour revenir un petit peu plus tôt, en fait le débat est arrivé avant même que t'en parles, Kun, Ouais. puisque Fabio demandait, ma grosse question c'est le coach Odeo, pourquoi Abdelhamid? Parce qu'en fait j'ai posé la question, est-ce que Odeo était le problème ce week-end? Donc comme disait Timothée tout à l'heure, le problème, enfin le chat est d'accord pour dire que l'équipe, avant tout, le niveau de l'effectif est d'abord un problème. Mais c'est vrai que rapidement la question d'Abdelhamid est revenue sur la table. Donc par rapport au débat qu'on vient de faire, on a Jo42 qui nous dit sur Twitch qu'Abdelhamid était totalement à la rue la plupart du temps. À l'inverse, on a Romain, le patron qu'on salue, qui nous dit que Abdelhamid fait un mauvais match, mais pas le pire de la pelouse. Il trouve que ça devient la tête de Turc et justement, il dit que c'est mal joué de la part de d'Aloglio. Comme disait, je crois que c'est Timothée qui disait ça, de le sortir à la fin du match parce que forcément, les sifflets risquaient de Hmm. tomber par rapport au scénario. On oublie, Donc pardon, ça, je je me pense qu'on est permets tous de d'accord. faire une mini parenthèse, on oublie aussi peut-être que Ouais, dans les 20 premières minutes, il peut y avoir penalty sur une faute d'Abdelhamid s'il n'y a pas un léger hors-jeu de l'attaquant lensois. C'est vrai que ça, je sais pas si c'est compté dans absolument, le absolument. bilan du match parce que du coup il y avait hors-jeu, Ah non, mais c'est hors-jeu, hein. Je pense pas que ce soit compté dans les. ouais. Je te laisse reprendre, pardon. Voilà. Ouais, ouais, pas de souci. Et du coup, on a Pascal aussi qui nous dit incompréhensible ce changement de charnière. Après, on n'a peut-être pas toutes les infos. Peut-être que Batu Bintika était fatigué de son voyage, comme disaient nos chroniqueurs. Mais sinon, c'est vrai que la plupart des messages sont contre Abdelhamid. On a Fabio sur YouTube qui nous dit Abdelhamid était cramé dès la 60e, mais en même temps, sortir son défenseur à la fin du match, ce n'est pas lui faire un cadeau. Nice était encore dans les têtes, c'est sûr, puisque bah, on sait que à Nice, sur les 6 premiers buts, Abdelhamid en est peut-être impliqué sur 5, donc compliqué. Et, euh, et on a Stéphane aussi qui nous dit je pense qu'Odeo a voulu relancer Abdelhamid, mais je crains une saison galère pour lui. Donc voilà, et sinon pour finir, on a Laurent qui nous dit Abdelhamid n'a pas été le pire, comme disait Romain. Cafaro n'a pas du tout le niveau Ligue 1, c'était lui le pire. En revanche, belle entrée de Boakier et de Bouchoirie. Donc c'est vrai que le chat est plutôt d'accord avec les tribunes de ce week-end. Ok. Et ben justement, tu parles de la belle entrée de Boaki. Sur les ailes, donc on avait commencé à prendre une petite habitude d'Avitashvili Benold. Là, on a retrouvé l'ami Cafaro sur son côté. Qu'est-ce que vous avez pensé du match de Mathieu Cafaro un petit peu, Pierre? T'en as pensé quoi? Fade. Ouais. Je suis désolé de. Je suis désolé de parler comme ça, mais déjà en Ligue 2, je le trouvais. Bon, il arrivait des fois à tirer son épingle du jeu. Parce que voilà, il est quand même capable de faire de bonnes choses, mais c'est trop intermittent. Et là, je parle de la Ligue 2. Alors en Ligue 1, forcément, le niveau s'élève encore plus.
et je le trouve vraiment, vraiment limité. Bon, c'est lui qui marque contre Lille, donc on va lui donner quand même, on va donner ça à son crédit quand même, mais non, Cafaro, je le mets comme un joueur de complément qui peut peut-être faire du bien quand il rentre à 20 ou 30 minutes de la fin. Mais non, non, moi sur les ailes, maintenant que malheureusement Hold est hors course, je laisserai David Ajuli et de l'autre côté, je croise les doigts pour que Boakai se révèle. Ouais, moi je croise les doigts pour qu'on arrive à trouver un consensus sur la prononciation du nom de ce joueur. Timothée, sur le cas Mathieu Cafaro? Sur le Bah, Cafaro? il a été lamentable contre Lens. C'est très agaçant parce qu'on voit bien que ce joueur, par exemple, on parlait du match de Lille où il a marqué, mais ça a probablement été son meilleur match de la saison. Et ça a été ce jour-là le seul où on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose parce qu'il a un truc technique, ce mec. Mais il me rappelle d'autres joueurs passés par le club, c'est-à-dire que il peut de temps en temps être excellent, mais disparaître trop et trop souvent. Donc, qu'est-ce que tu demandes à un joueur de foot et un joueur de Ligue 1 à fortiori? Bah, c'est au moins une régularité dans la performance. Et cette régularité, au moins un minima, quoi. Ce minima, il n'existe pas. Avec lui, tu peux vraiment avoir le match fantôme comme celui produit contre Lens. Et puis, une fois de temps en temps, parce qu'il a des qualités intrinsèques et techniques, il arrive à effectivement sortir un petit coup. Mais tu ne peux pas t'appuyer sur des joueurs comme ça. T'es entraîneur, t'as besoin d'un mec qui te fournit un minimum syndical. Et lui, tu n'as aucune garantie qu'il va te le fournir. Donc, On t'entend un petit ouais. peu de loin, Timothée. Ah, pardon. Alors, est-ce que comme ça, c'est mieux? Oui, comme ça c'est mieux. Ouais, Parfait. voilà. Non, enfin voilà, tout ça pour dire que si tu es entraîneur, c'est pas le genre de mec sur qui tu peux t'appuyer. Et finalement, même le faire rentrer 20 minutes, je comprends l'idée, mais c'est la roulette en fait. Ouais, C'est la roulette. Ce joueur, c'est la roulette. ouais. Je dis ça parce qu'on n'a plus personne derrière. Si, à partir du moment où Hold Hmm. n'est plus là, sur les ailes, Boakay, David Juli titulaire, et derrière, il n'y a plus que Cafaro, voire le Aiki qui a jamais rien fait en pro. Ouais. Euh, on rappelle hein, d'ailleurs les dernières infos pour Ben Holt, donc il s'est blessé à l'entraînement vendredi. Pierre nous disait avant le début de l'émission qu'il a posté une photo où il avait une grosse attelle, donc ça sent pas forcément très bon et il passera des examens complémentaires là en début de semaine, probablement aujourd'hui et demain, donc on aura normalement rapidement des infos, mais ça sent pas très bon pour Ben Holt. Il y avait ce week-end à Geoffroy Guichard un milliardaire canadien du nom de Larry Tannenbaum, Au moins un. au Il y en a moins peut-être un. d'autres. Ah oui, si ça se trouve, le COP Sud était entièrement rempli de milliardaires canadiens. Permets-moi d'en douter, mais c'est pas impossible. Euh, Est-ce que vous avez apprécié ce petit week-end Tannenbaumien? Il est venu donc à Saint-Étienne, il a assisté au match, il a rencontré l'équipe féminine, il a rencontré l'équipe fauteuil, il a donné un interview au Progrès, il a donné un interview à l'équipe. Et justement, Tim, tu me disais que tu avais lu son interview dans l'équipe aujourd'hui, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je veux pas pourrir les collègues, mais l'interview est mal menée et on n'apprend rien du tout, donc c'est un peu dommage. Euh, voilà, après sur sa venue, encore une fois, c'est le milliardaire, c'est lui qui a c'est lui qui a l'argent. Euh, Moi, je suis plus intéressé par ce que nous dira à l'avenir dans d'autres interviews Ivan Gazidis, parce que c'est vraiment lui qui a les mains Hmm. dedans. Donc voilà. Mais c'était intéressant de l'avoir là. Je pense que c'est intéressant qu'il soit venu sur ce match-là, qu'il ait pu. Parce que depuis le début, que ce soit Gazidis, lors de sa prise de parole, celle qu'il avait eue en conseil d'administration, il met en avant l'esprit de communauté, qui est un terme très, très nord-américain. Euh,
Et en fait, là, Tannenbaum, il a pris en pleine gueule ce qu'était la communauté stéphanoise, ce qu'était le fait d'être ensemble, la force de ce public, la puissance de ce stade. Et donc, à ce titre-là, je suis ravi que ce soit tombé sur ce match-là et que du coup, bah, disons qu'il a pu tomber. Enfin, c'est plus facile de tomber amoureux sur un match comme ça, Ouais. avec un public comme ça, que sur une autre rencontre. Donc, c'est plutôt positif. Je pense que c'est pas un hasard s'il a décidé d'aller voir les filles, d'aller voir le foot fauteuil, c'est parce que c'est vraiment un axe de développement pour Sport Venture là, Kilmer Sport Venture, pardon. Et voilà, j'en pense pas grand-chose. J'espère qu'il viendra 4-5 fois dans l'année. Je pense que ce Ouais. serait important. Oui, c'est surtout, avant tout, un exercice de communication, sa venue ce week-end. Toi, justement, par cet exercice, tu as été satisfait, Pierre? Est-ce que tu trouves qu'il a été plutôt sur la bonne note? Ouais, 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 tout à fait. Bah, c'était important qu'il se fasse voir parce que c'est vrai que il a racheté le club en juin et au moins voilà, ça donne l'occasion de voir la personne. Lui, à contrario, enfin, à son niveau, il a pu voir ce que c'était Saint-Étienne, aussi bien la ville que la ferveur, que le stade. Voilà, il y a ce petit côté sympa. Il a fait avec sa veste. Je sais pas si vous avez vu, on lui a confectionné une veste à Saint-Étienne. Bon, c'est un clin d'œil plutôt sympa. Voilà, donc ça montre aux supporters qu'il est intéressé par la vie du club et qu'il n'est pas là essentiellement pour faire de l'argent. Alors on n'est pas dupe, hein, il est là aussi pour se faire de l'argent, mais je veux dire que c'est bien qu'on l'ait vu physiquement. Ouais. Voilà. Après, moi, le seul truc qui me posait des questions, c'est son âge, parce qu'on a vu que c'est quand même un petit papy, qu'il est plutôt jeune, et voilà, que le jour où il est plus là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, voilà, que Bah, deviendra Kilmer le jour où il est plus là? Peut-être que alors, son fils prendra le relais. ouais, c'est ça. Apparemment, il a Ouais. son fils qui bosse pas mal avec lui, qui est directeur de Coca-Cola Canada et qui, a priori, serait celui qui reprendrait les rênes après quoi. Et oui, et tu dis il est pas là que pour faire de l'argent, mais c'est vrai que dans l'interview qu'il a donnée au Progrès, il parle aussi du fait que il s'est pas mal intéressé à ce que font les hôpitaux autour de Saint-Étienne, notamment dans la robotique, et qu'il avait envie de s'investir dans la région et qu'il avait pris des contacts euh, dans cette optique-là, donc Mm. un peu à l'instar de Frank McCourt avec Marseille, qui est venu aussi et peut-être même avant tout pour des projets immobiliers dans la région. Peut-être qu'il y a aussi un autre intérêt à ce niveau-là. On Euh, sent, on sent chez lui, on sent chez Tannenbaum, que ce soit dans l'interview, en tout cas de l'équipe et de ce que je sais de lui, peut-être un profil un peu plus mécène ouais. au sens florentin du terme, un peu plus mécène que McCourt. McCourt, il y a quand même un vrai businessman dans la force Mm. de l'âge. Justement, oui, c'est un petit papichou de 79 ans, Larry Tannenbaum, mais je suis pas dupe. De toute façon, quand tu es devenu milliardaire, c'est que tu as su faire de l'argent et que c'est que tu sauras en faire toute ta vie. Mais il donne, enfin, je pense qu'à son âge, fortune faite, il vient il vient renforcer un portefeuille qui est celui de Kilmer Sport Venture, justement pour laisser peut-être derrière lui un éventail assez complet. Je pense par exemple que le rendez-vous qu'il avait avec le professeur en charge là, au CHU de Saint-Étienne, professeur Brossard, si je ne dis pas de bêtises, euh, là on est plus sur un aspect sincère de volonté de mécénat et philanthropique, quoi. Ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Qu'est-ce que ça dit, Gab, dans le chat vis-à-vis de tonton Larry qui vient voir ses ouailles? Écoute, on est plutôt content. Après, on a pas mal d'auditeurs qui auraient bien aimé qu'il passe plus tôt. On a notamment Pascal qui nous dit il était temps qu'il vienne voir son club. Stéphane qui nous dit on aimerait que les décideurs soient plus présents au quotidien.
Thomas qui nous dit il aura fallu attendre le 19 octobre pour voir le propriétaire de la SSE à Saint-Étienne en mode c'est un peu tard comme le rejoint Spider Fox pour dire que première visite à Saint-Étienne au bout de la huitième journée ça fait quand même pas très sérieux. Et sinon on a Céline qui voit ça d'un autre œil. Elle nous dit au moins le propriétaire va voir le niveau de l'équipe en espérant que ça le fasse réagir. Donc je pense que elle prévoit déjà le mercato hivernal pour potentiellement des renforts que évidemment Saint-Etienne aura besoin. Et on a Fabio qui nous dit également j'espère que Larry a pu prendre le pouls et la ferveur de ce club si particulier. À lui maintenant de mettre en œuvre ses propos très élogieux. Donc effectivement, je pense qu'on attend des actes maintenant côté supporter stéphanois. Après, en soi, là, Larry Tannenbaum, il est venu une fois à Geoffroy Guichard cette saison. C'est toujours plus que Bernard Cayazzo de toute la saison dernière hein, et de toute la saison d'avant. Hein. Donc, Depuis 5 ans. C'est pas faux. C'est pas faux. messieurs, on va parler un petit peu course au maintien parce que, comme le disait Timothée en début d'émission, on a vraiment un championnat à deux vitesses qui s'est engagé avec d'un côté une espèce de locomotive qui avance à un rythme régulier et de l'autre côté les wagons de fin qui ont du mal à avancer. On sait notamment que à Montpellier, Der Zakarian a été limogé par Nicolin là ce dimanche. Il y a des tensions au Havre, il y a des tensions à Angers. Euh, Comment vous voyez cette fin de Ligue 1, Pierre? Est-ce que tu penses qu'on est vraiment dedans ou est-ce qu'on est un petit peu au-dessus de ce wagon de fin? Non, non, on est dedans. Alors, moi, je dirais que c'est même un championnat à trois vitesses. Il y a les 8, 9 équipes, on va dire, qui peuvent jouer le maintien, qui peuvent jouer, pardon, l'Europe. Euh, Après, il y a trois, quatre équipes que je vois aller tranquille toute la saison, et genre les Strasbourg, les Reims, les Brest. Et après, il y a notre championnat qui commence, donc on est 6, je pense. À voir ce que Nantes va faire, mais il y a Nantes, il y a Le Havre, il y a Angers, il y a nous-mêmes, il y a Toulouse, et j'en oublie sûrement un, Auxerre. Voilà, et Montpellier. il faut finir, voilà, il faut en mettre deux, voire trois derrière nous. Et non, non, pour moi, le niveau, le niveau est abyssal, et on en revient à ce qu'on disait en début d'émission, entre les équipes européennes, par exemple Lens, et les équipes qui jouent le maintien, par exemple Saint-Étienne. Et voilà, ça va. Chaque confrontation directe contre les équipes de fin de classement sont hyper importantes parce que ça va se jouer là-dessus, le maintien. Donc, faudra vraiment pas louper ces matchs. Voilà. Et si on peut expliquer un tel écart et de vitesse entre un championnat de vitesse, c'est qu'il y a 2 ans maintenant, CVC a énormément donné aux gros et peu aux petits. Je pense au Havre notamment. Oui, la Et, situation du Havre, on sait qu'elle est très particulière, ouais. voilà, et les droits TV, bah, qui sont très faibles, ça impacte plus les petits parce qu'ils n'ont pas d'investisseurs à côté pour se payer des bons joueurs. Euh, Timothée, toi, je sais que tu suis attentivement la Ligue 1 et que tu as un regard assez global. La situation du Havre, d'Angers, de Montpellier, de Toulouse, de Auxerre, c'est des clubs que tu vois en crise ou juste pas au niveau? Non, je suis très d'accord avec ce qui a été dit par Pierre. L'analyse est bonne. Il y a ce championnat à deux, voire trois vitesses, mais enfin, quelque part, peu importe, il y a une vitesse dans laquelle on se trouve, c'est celle du bas. C'est la dernière. On va lutter avec Montpellier, Angers, Le Havre, Toulouse. Je suis d'accord pour ajouter potentiellement Nantes, Auxerre, même Strasbourg sur la durée. J'attends de voir. J'étais plutôt séduit sur ce début de saison, mais faut voir sur la durée. Mais en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que tu as dit dans ta présentation. Tu as dit, on sait qu'il y a des tensions au Havre, on sait qu'il y a des tensions à Angers. Moi, je pense que l'aspect déterminant, et des tensions, il y en a à Montpellier, puisqu'ils ont viré Der Zakarian. Je pense que justement, ce qui sera déterminant, c'est de garder la tête froide. C'est d'être justement cette équipe de bas de tableau qui sait où elle est, qui sait ce qu'elle joue, qui sait que justement, elle va pas s'emballer parce qu'elle a perdu 2-0 contre Lens.
qui saura, je l'espère, mettre les ingrédients pour battre les adversaires directs, comme elle a su le faire contre Auxerre, et comme j'espère qu'elle saura le faire dans les prochaines semaines, à commencer par le match à Angers. C'est ça qui sera essentiel. Les confrontations directes seront importantes. Il faudra être capable d'aller grappiller des points, aller faire un coup comme on a su faire contre Lille. Mais avec ce championnat à deux voire trois vitesses, le maintien risque de se jouer assez bas, en fait. Ouais. Déjà, on est à 18, donc on oublie les 41 points. Euh, mais peut-être qu'à 32 points, tu seras peut-être maintenu, Oui, tu oui, vois. Donc en bien fait, sûr. il faut être pragmatique, être capable d'aller chercher ces points-là contre les adversaires directs. Et j'entendais tout à l'heure sur le chat dire on est une équipe de Ligue 2 en Ligue 1. Je suis pas loin d'être d'accord, je suis pas loin d'abonder dans cette idée. On a quelques joueurs de Ligue 1 dans notre équipe, mais on a globalement des joueurs de Ligue 2. Sauf que la réalité, c'est qu'il y en a d'autres qui sont dans notre cas, hein. Le Havre, c'est pas beaucoup plus qu'une équipe de Ligue 2 en Ligue 1. Montpellier, ce que j'ai vu hier, c'est une équipe de bas de Ligue 2 en Ligue 1. Donc en fait, le but, c'est d'être les moins mauvais des mauvais. Mais Ouais. ça manque un peu d'ambition. C'est pas à la hauteur de Saint-Étienne. Sauf que on remonte de Ligue 2. Cette année, il faut accepter que ce sera ça. On pourra se plaindre dans 3-4 ans de dire, tiens, Tannenbaum, il n'a pas assez mis la main au portefeuille. Gazidis et Cézois, ils n'ont pas su faire le recrutement qu'il faut. On pourra s'en plaindre. Mais aujourd'hui, le but, c'est d'être au-dessus de la ligne de flottaison et on revient à ce qu'on a dit sur Dalloglio au début. Pour le moment, on y est. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, Ou presque. je trouve que c'est assez juste de se dire, ouais, il faut garder la tête froide, savoir que de toute façon, c'est un projet sur plusieurs années et que il faut pas griller les étapes. Et déjà, si on arrive à se maintenir correctement cette année, ce sera une belle victoire. En fait, Euh, je coupe que c'est un peu un autre débat, mais moi, ce que je trouve frustrant, c'est qu'on a dépensé 25 millions quand même, ou 23, je ne sais pas exactement. Et alors, c'est sûr qu'on veut des mecs, on veut faire des plus-values sur les mecs, mais quitte pour la première année à investir 25 millions, pour moi, on aurait pu se faire une petite équipe de Ligue 1 en prenant des mecs confirmés. Je sais pas, je pense à Chotard, à ce type de Abdelhamid? mec. Ouais, ou C'est Abdelhamid. c'est quoi, Bref, c'est quoi le deuxième nom que tu as dit après Chota? non, j'ai juste dit Chotard, mais de ce type de Ouais. joueur, bon, c'est peut-être un peu cher, mais des mecs un peu rompus aux joutes de la Ligue 1 qui auraient pu nous amener un peu plus de sécurité. Donc voilà, c'est ce que je trouve un petit peu frustrant, mais bon, on jugera à la fin. Encore une fois, si on se maintient, je serai le premier à dire bravo, c'était bien joué. Bah, le truc, c'est que on le voit, hein, encore une fois, j'ai pas forcément envie de taper sur Abdelhamid, mais il correspond au profil de joueur rompu à la Ligue 1 qui a déjà fait ses preuves et qui est accessible parce que il a certaines particularités. Lui, en l'occurrence, c'est qu'il est plutôt sur la fin de carrière. Et au final, c'est pas le joueur qui donne le plus de satisfaction dans l'effectif. Donc, est-ce que ça nous aurait vraiment euh, euh, assurer le maintien de prendre des joueurs confirmés. Ah, ça, on peut pas le savoir, mais je citais Chotard, je sais pas, Udol à gauche me semblait être une bonne pioche. Il est resté à Metz. Ouais, ils ont pas On voulu le saura jamais libérer. ça, mais je pense que tu pars avec un peu plus de certitude, avec des mecs qui ont de la bouteille en Ligue 1. Après, je te dis pas de faire une équipe de mecs qui sont rompus aux joutes de la Ligue 1, mais en prendre 3 ou 4, pour moi, ça aurait été un bon, au moins un par ligne, ça aurait été un bon calcul, je Mm. pense. Après, je suis Moi, pas je trop, je suis suis pas, je suis pas totalement la d'accord cellule, avec hein. ça. Totalement d'accord avec ça. Je suis convaincu qu'on aurait dû prendre au moins un milieu vraiment habitué à la Ligue 1 parce que Tardieu, il l'est, mais il est trop vieux. Un latéral parce que Apia, il a l'habitude de la Ligue 1, mais il est trop vieux, il est pas assez bon. Bref, moi, je suis d'accord avec ça. Abdelhamid, l'avenir nous le dira. Il n'y a que 8 journées. Peut-être que c'est. Je défendais la dernière fois que je suis venu dans le podcast, je défendais l'hypothèse du diesel. Peut-être que c'est un super diesel. Peut-être que ça. Non, mais moi, je suis convaincu qu'à un moment dans la saison, il va nous rendre service. Ouais. À un moment dans la saison, il va nous faire une série de matchs. On dira putain, finalement, on a bien fait de le prendre. Mais il est clair et net que vu son âge, oui, il aurait fallu un profil de joueur
avec de nombreux matchs de Ligue 1 un petit peu plus jeunes. Il aurait peut-être d'ailleurs fallu aller chercher dans les équipes qui sont descendues, ces quelques joueurs qui avaient un peu le niveau. Moi, je serais bien allé chercher, par exemple, à Angers, quand tu es Saint-Étienne, je pense que tu peux aller prendre certains mecs d'Angers, t'offres un peu plus de garantie. Mm. Euh, voilà, on s'est peut-être un peu planté, ils ont peut-être un peu visé trop jeune. On a aussi la chance par rapport à ce qui a été dit, par rapport à la baisse des droits télé, par rapport à l'absence de ressources aujourd'hui dans le football, justement d'avoir derrière nous un Ouais. milliardaire et qu'on peut décemment penser que la direction fera le même constat qu'on fait tous. Il manque un peu d'expérience dans cette équipe et que ça pourra être corrigé cet hiver. Ce qui est quand même rassurant de dire que nous, on pourra corriger le tir cet hiver, là où Angers, Le Havre ne le pourront pas, quoi. Et d'ailleurs, tu parles de cet hiver et du mercato. D'ici au mercato, il y a 7 matchs encore. Angers, donc à Angers la semaine prochaine. Strasbourg à la maison. Lyon, donc à Lyon. Montpellier à la maison. Rennes en déplacement. Marseille à la maison. Et à Toulouse. Combien de points il faudrait viser pour être, on va dire, serein à la trêve? Je vais te faire la réponse. Timothée, il a raison dans son calcul. Le maintien va pas se jouer à beaucoup de points. Donc, si tu vises un point par journée, tu es dans la course. T'es dans la course. Donc, vu que la trêve s'arrête à la 15e journée, pour moi, si on arrive à 15 points, c'est déjà bien. Et si on peut faire mieux, c'est encore mieux. Mais aux alentours des 15 points, on sera dans les clous. Ouais, Tim, Ouais, tu me rejoins? il faut toujours un peu plus d'un point par match quand même pour assurer le maintien. Quand on était à 38 équipes, pardon, à 20 équipes, donc 38 journées, il en fallait 41 pour que ce soit mathématique, mais souvent, ça se jouait un petit peu en dessous. Encore une fois, on a Point. dit, dans le cas d'un championnat à deux vitesses, ça se joue encore plus bas, parce que les équipes du bas marquent peu de points. Donc oui, je suis d'accord avec une quinzaine de points après 15 journées, tu seras probablement pas loin de la vérité. Ces 15 points, c'est pas du, pardon, du coup, ces 15 points, c'est 8 points à prendre, c'est pas déconnant non plus. Et si par bonheur, tu arrivais à à être à 17 ou 18, oui, effectivement, tu serais très bien. Ce qui comptera, c'est la ligne de flottaison et c'est le matelas d'équipe. C'est toujours pareil, il y a toujours ces deux notions qui sont hyper importantes. C'est-à-dire être au-dessus, ne pas être dans les équipes relégables et surtout avoir une densité d'équipe dans cette zone-là comme on est dans le cas actuel. C'est-à-dire on a 7 points, on n'a jamais que un point de plus que Le Havre qui est barragiste et que 3 points de plus que Angers. N'empêche qu'il y a 5 équipes derrière nous et que derrière, Rennes et Auxerre, ils sont pas trop loin, on n'est pas décrochés, ils sont à 8 et 9 points. Alors Rennes, il sera pas au bout, mais c'est ça l'idée, quoi. Ouais. Justement, la semaine prochaine, donc, on sera à Angers, donc un de nos concurrents directs pour le maintien. J'aimerais qu'on parle vite fait du 11 de départ que vous aimeriez voir aligné. Alors, pas ce que vous pensez qu'Olivier Dalloglio va faire, mais ce que vous feriez si vous étiez aux manettes, avec bien sûr toute l'humilité qui nous caractérise. Pierre, par rapport au 11 de cette semaine, est-ce que tu ferais des changements? Et si oui, lesquels? Ouais, ouais, je ferai des changements. Alors, je te fais le 11, hein. Au cas, je mettrais l'Arseneur, bien qu'il Ouais. soit un peu décrié. Bon, je le maintiens. Charnière centrale, on en a parlé également, Nadé Batubinsika pour moi. Les latéraux, on n'a pas le choix. Petro, Apia. Milieu de terrain, alors je suis d'accord qu'il faut du changement parce que on a vu que ça marchait pas le match précédent. Donc en 6 et quoi parce que on peut pas mettre Tardieu. C'est un peu tout par défaut, hein. Hmm. Après, je laisserai quand même Mouefek parce que j'ai pas envie de prendre le risque, même si j'aime bien Mouton, j'ai pas envie de prendre le risque de changer. Mais par contre, je ferai souffler Amougou parce que c'est pas lui rendre service et c'est pas rendre service à l'équipe en ce moment de le faire enchaîner. Donc Un Bouchoirie? je suis pas, je suis pas convaincu par mon choix également, mais ouais, je mettrai Ok. Bouchouari. Marrant. Sur les ailes, Boakai, je sais pas comment tu le dis, Davitashvili, et devant, je laisse Sissoko. Je sais que ça peut. Il y a débat entre Sissoko et Stassin, mais
Angers, c'est un peu une équipe made in Ligue 2 comme nous, Ouais. et contre ce genre d'équipe, Sissoko peut rendre de sacrés bons services. Donc voilà, le 11 que je ferais perso. Timothée, il y a des accointances avec Pierre ou tu Ouais, aurais ouais, d'autres choses? il y a certains points sur lesquels je suis d'accord, notamment sur le fait de devoir mettre des joueurs par défaut, parce que nos deux latéraux défensifs, c'est une catastrophe. Et si je pouvais ne mettre personne, non, moi je changerais, enfin, voilà, encore une fois, puisque tu me poses la question, je changerais de système pour passer dans un 4-4-2 classique où les joueurs, tout le monde a joué dans sa jeunesse en 4-4-2, c'est un joueur que un système que les joueurs maîtrisent, pardon. Je laisse Gauthier Larsonneur, il n'est pas inoubliable sur ce match face à Lens depuis le début de la saison, c'est probablement quand même un des tout meilleurs. Défense centrale, Batubinci Canadé, on l'a dit. Sur les côtés, on n'a pas le choix avec Apia Petro. Simplement, dans un 4-4-2 où tu demandes à tes milieux de terrain excentrés d'être réellement dans le couloir, bah, du coup, tu es moins tributaire de la capacité d'apport offensif de Léo Petro et de Denis Apia, qui est de zéro. Ouais. Donc, du coup, je mettrais dans l'axe Pierre Ecois associé à un profil défensif, peut-être Bouchoirie, par exemple, pourquoi pas, pour faire tourner un peu, mais Amougou, hein, c'est pas, je l'ai trouvé cataclysmique l'autre jour, mais c'est pas un mauvais joueur. On va dire Amougou et quoi. Davitashvili sur un côté, Boakier de l'autre, et puis bah, pourquoi pas Sissoko Stassin devant, en fait. Ah ouais, donc ça fait mine de Euh, rien un profil assez offensif. On est presque sur du ah oui, 4-2-4. oui, oui, ça fait un profil offensif, mais tu as, le droit aussi de demander à Zurico et à Boakier dans un système comme ça, bah, de l'être un petit peu moins, Ouais. d'avoir des libertés. Quand il y en a un qui monte, bah, l'autre reste pour aider défensivement. Mais voilà, en fait, dans les équipes qui vont mal ou qui vont pas très bien, j'ai pas l'impression que Saint-Etienne va mal, on va juste Hmm. pas super bien. Bah, j'ai toujours pensé que mettre des systèmes de jeu simples, c'est ce qui fonctionnait. Et c'est ce qui s'est passé quand, pour prendre un exemple récent, quand Eric Roy, par exemple, est arrivé à Brest. Il jouait dans des systèmes que les joueurs ne comprenaient plus. Il leur a dit, attendez les gars, en fait, vu vos profils, on fait 4-4-2, comme vous jouiez à Ouais. l'école, comme vous avez joué 95% de votre jeunesse, et chacun à son poste, et on n'en parle plus, quoi. Bah, un Voilà. peu ce qu'avait fait Olivier Dalloglio finalement aussi quand il a repris les rênes Oui, après Batles, hein. bon, j'invente rien, hein. Ouais. Une recette qui marche. Mais quand tu as des joueurs, je pense par exemple à Cafaro, quand tu as des joueurs qui sont manifestement pas des foudres d'adaptation tactique parce que peut-être un peu limités, le mieux c'est de les mettre dans un système confortable. Gab, qu'est-ce que ça dit dans le chat par rapport au match contre Angers? J'ai vu que tu avais demandé les pronos et s'il ferait des changements sur la compo de départ. C'est surtout la compo qui fait parler nos auditeurs. On a Spider Fox qui se pose la question et qui demande même, lui voudrait voir Brice Maubleu dans le but, puisqu'il dit que l'Arseneur était coupable sur le premier but contre Lens et aussi un petit peu selon lui sur sa sortie sur le second but lensois. Donc en tout cas, Timothée et Pierre ne changeraient pas de gardien, mais c'est vrai que c'est une question qui revient. Je sais Ok. qu'il y a aussi Michael sur YouTube qui se demandait et pourquoi pas mettre Maubleu. Voilà. Et sinon, on a pas mal d'auditeurs qui sont complètement d'accord avec Timothée, qui parlait d'un 4-4-2 avec Stassin et Sissoko devant. On a Thomas, on a Fabio qui nous parle de ça. On a aussi Laurent qui nous parle de Sissoko et Stassin devant. Donc voilà, et on a, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup enfin, il y a pas mal de messages sur le milieu de terrain qui serait à modifier face à Angers parce que, comme le dit Fabio, on s'est vraiment fait manger manger Angers, c'est pas fait exprès, mais on s'est vraiment fait manger contre Lens au milieu, donc c'est vrai que Mouton et Bouchoirie pourraient amener un petit peu de sang neuf. Ouais. Et je vois des questions sur Mijadinovic, de pourquoi il joue pas, on le recrute et on le fait pas jouer. Je crois qu'a priori à l'entraînement il impressionne pas beaucoup et que c'est un peu il a du mal avec son intégration, il me semble.
Eh bien, messieurs, je vous propose que nous passions au quiz du Saint-Étienne Club. Donc, je rappelle le principe. On a 3 questions à poser à nos chroniqueurs. Bien sûr, vous pouvez jouer dans le chat. Donc, je vous demande, Timothée et Pierre, de ne pas regarder votre chat. 3 questions, et puis à la fin de la saison, on fera la moyenne des points gagnés par émission, et la personne qui aura gagné sur la saison au global fera gagner les revenus du Saint-Étienne Club, tout ce qu'on a généré. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même un petit chèque à l'association de son choix. Donc c'est parti, quiz générique, jingle. Alors, messieurs, on va commencer avec une question qui m'a été donnée par ChatGPT. Donc attention, la précision n'est peut-être pas exacte. Je vais vous demander tous les deux un chiffre, enfin un nombre au plus proche. Selon Forbes, à combien s'élève la fortune de Tonton Larry en 2024 ? Et je vais commencer avec toi, Pierre. Je le sais, c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards. Timothée, qu'est-ce que tu dis ? J'avais lu 2,3, il me semble. Donc, je vais dire 2,3. 2,3 Eh ben écoute, milliards. selon Forbes, actualisé au 10 octobre 2024, c'est 2,5 milliards de dollars. Le point Bravo. va donc à Pierre. Deuxième question. La dernière fois qu'on a joué contre Angers, c'était le 17 février 2024. Donc on va faire une enchère. Combien de joueurs vous pouvez me citer du 11 de départ ? Et je vais commencer cette fois avec toi, Timothée. Combien tu penses pouvoir citer de joueurs qui étaient sur le 11 de départ contre Angers le 17 février ? À combien je peux en citer ou je Ouais. commence à en citer un? Combien tu peux en citer ? Ah, 5. 5. Pierre, combien tu peux en citer ? 6. 6. Timothée, est-ce que tu surenchéris ? Oui, je vais dire 7. 7. Pierre, Oh, est-ce que ça tente le 8 ? ouais, 8. Allez, Timothée ? En train de penser, en fait, je suis en train de chercher les joueurs d'Angers que je pourrais trouver. Mais les joueurs de synthé, tu veux dire que... Ah oui, pardon, je pensais aux joueurs de Saint-Étienne présents dans le 11. Ah, d'accord, moi je pensais que c'était les 22. Ok, on est à 8. On est à 8. Euh, Et je dis bien le 11 de départ, hein, pas dans le groupe. je tente 9, mais je vais pas y arriver. Je tente 9. Ouais, si tu veux, Ouais, enfin, ouais, bon, 9. non, je te laisse faire. Eh bien, je t'écoute. Alors, je vais dire l'Arseneur. L'Arseneur, c'est bon. Je vais dire Cardona qui avait marqué, si je dis pas de conneries. Cardona qui a mis un doublé même, c'est bon. Voilà. Sissoko, Sissoko, c'est bon. Cafaro, Ça fait 4. Chambaud. Chambaud, ça fait 5. Ok, et donc il va me rester la défense. Euh, Briançon, Tout à fait. Apia. Oui. Il nous en manque encore 2. Je sais pas si c'est Masson ou Petro. Je vais dire Masson, je pense, à ce moment-là. Masson, ouais. Masson, plus que 1. Il te reste 3 joueurs et il t'en reste un à citer. Mouefek. Mouefek, ça passe. Tu as réussi le 9, bien joué. Il Putain, restait donc bravo. Nadé en défense centrale et Monconduit au milieu de terrain. Ah, putain, mon conduit. Putain, pourtant, il jouait pas en deuxième partie de Et saison. ouais, mais il était là. Il était là et il Ouais. était Et fort. j'ai hésité à dire Pardieu, tu vois. Donc, Ok. Ouais, c'était pas facile, c'est ça. Tu pouvais visiter, Attends, pareil, oh. Briançon, Batoum-Binsika. Moi, Ouais, je en suis même 9. temps, c'est Et, pas si loin, c'est pas si loin. Je me suis dit c'est et, faisable parce que c'était et il y a pas si longtemps. Masson Petro, en fait, aussi. Parce qu'il y Ouais. avait un. Ouais. 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 Ça Bien fait un joué, point donc franchement. pour Timothée. Troisième question, et là, ça va pas être facile. Et donc là, on va être effectivement sûr. Vous allez me donner un nom l'un après l'autre. Et je vais vous demander des joueurs qui sont passés par l'ASSE et par Lens. Et je vais commencer avec toi, Tim, du coup. Julien Sablé. Julien Sablé est passé par les deux clubs, effectivement. À toi, Pierre. Stéphane Pédron.
Stéphane Pédron, il est passé parler de club, effectivement. Monnaie paquet. Monet Paquet, c'est bon. Alaïdine Yaya. Yaya, c'est bon. Euh, Jean-Guy Wallem. Jean-Guy Wallem, effectivement. Ça a coupé ou... Ah, je pense qu'il Je réfléchit. cherche. Pierre? Ah, Je cherche. Il va me falloir une réponse. Non, je sais pas. franchement, enfin, pour la ramener, j'en ai quelques-uns. Eh Pas ben allez, quelques-uns, pour mais valider ta victoire, donne-nous-en un de plus, Tim. je pense qu'il y a Giranendo, il y a Pagal, je pense. Tout à fait, Guirnendo, Pagal aussi. Waouh, purée, alors celui-là, je l'aurais pas eu, hein. Euh, Moi non plus. ouais, mais bon, j'ai pas le même âge que vous non plus, hein. Euh, euh, bon, enfin voilà. Ça suffit, non? Ouais, ça suffit. Il y Mais avait on avait encore Zoumana Camara. sur des plus récents, ouais, Zoumana Kamara, Timothée Kolodziejczak. On a bien sûr notre globe-trotteur français du Saint-Étienne Night Club. On a Nolan Roux qui est passé par les deux Ah clubs. Ah oui, ouais, exact. exact. Qui est-ce qu'on avait d'autres qui auraient pu être trouvables facilement? Jacques Santini à la rigueur, Mhm. Benoît Assou-Ekotto, Ah oui. mais Ah sinon oui, à après, Koto, bah oui. après il y en a encore beaucoup, mais ça devient compliqué. Allez, Ronan Le Chrome, je le mets dans le lot des trouvables, mais sinon après ça devient difficile. Et bien donc ça fait un deuxième point pour Tim. Et bien sur ce, messieurs, je vous remercie d'avoir fait cette émission avec moi. Merci Gab, merci Pierre, merci Tim. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer le match contre Angers. Merci à tous de nous avoir écoutés, que ce soit en podcast ou en direct. Et puis à la semaine prochaine. Salut. Ciao, Salut tout merci le monde. beaucoup. Ciao ciao. Et